Le président américain Donald Trump s'en prend à l'Afrique, l'hypocrisie des Ivoiriens face au café cacao et au président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, sont un peu les points qu'on va discuter dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes prêts à embarquer. C'est parti. On commence notre point de l'actualité en Afrique du Sud où depuis la vague de décrets que le président américain Donald Trump prend depuis sa réélection à la présidentielle américaine, eh bien l'Afrique n'a pas été épargnée. Il a pris plusieurs décrets coupant des aides ou des services de financement de plusieurs projets en Afrique, ce qui fait que plusieurs pays africains se sentent lésés. Comme vous pouvez le voir sur cette graphe, ça c'est la représentation des aides que les États-Unis fournissaient à plusieurs pays africains et certains pays africains dépendaient de ces aides-là. Mais ce qui a retenu mon attention parmi tous les décrets qu'il a pris par rapport aux pays africains, c'est le décret qu'il a pris par rapport à l'Afrique du Sud. Il a décidé de couper l'aide que les États-Unis apportaient à l'Afrique du Sud, une aide estimée à environ 440 millions de dollars. Cette aide était dirigée vers des hôpitaux, donc des personnes qui étaient notamment souffrant du sida. En tout cas, c'était pour des personnes vraiment dans le besoin. Le problème qui me dérange par rapport à la décision du président Donald Trump, c'est la raison derrière le blocus de cette aide. Il a affirmé qu'il prend cette décision parce que les Sud-Africains ou le gouvernement sud-africain a une politique discriminatoire envers les populations blanches qui sont en Afrique du Sud. C'est assez paradoxal qu'on nous parle d'une politique discriminatoire pour des personnes blanches en Afrique du Sud, ce qui n'est absolument pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas? C'est parce que l'Afrique du Sud a décidé de prendre une mesure pour essayer de faire une meilleure répartition des terres sur le territoire sud-africain. En fait, en Afrique du Sud, ils ont fait une étude où ils ont pu se rendre compte que seulement 4% des terres arabes appartiennent aux populations noires, qui représentent environ 81% de la population, alors que le reste appartient aux populations blanches, qui ne représentent que 6 à 8% de la population. Donc logiquement, le gouvernement sud-africain a décidé de prendre une mesure pour essayer de rétablir ça. Mais cette mesure-là demande une expropriation des terres. Donc, c'est-à-dire les personnes qui ont ces terres-là vont se voir retirer les terres qu'elles ont. Et comment elles vont se faire retirer? C'est parce que le gouvernement sud-africain a remarqué qu'il y a pas mal de terres qui appartiennent à des personnes, mais ces terres ne sont pas utilisées ou ne sont pas, sont totalement délaissées. Et donc, pour essayer de rééquilibrer un peu la situation, ils ont décidé de mettre en place une loi qui permet de réattribuer ces terres-là inutilisables et tout aux populations qui sont dans le besoin, qui en ont fortement besoin. Et c'est cette décision qui fait grincer des dents le président Donald Trump, qui a même promis un asile aux personnes blanches s'ils veulent jamais quitter l'Afrique du Sud pour aller vivre aux États-Unis. C'est vraiment dommage de voir ce comportement-là. Et le gouvernement sud-africain a réagi en se sentant vraiment triste et bouleversé par la décision que le président Donald Trump vient de prendre. Pour eux, ça n'a pas de sens. Ils ont qualifié ça de nonsense pour dire que c'est complètement incompréhensible de prendre une telle décision, surtout en se basant sur de la désinformation. Et le, quand on regarde bien la politique étrangère de l'Afrique du Sud dans ces dernières années-là, on voit que l'Afrique du Sud est l'un des seuls pays à avoir soutenu la Palestine dans cette histoire de guerre contre Israël. Et donc, plusieurs hauts représentants de l'Afrique du Sud ont affirmé que c'est peut-être dû également à leur politique étrangère. Donc c'est une sanction que Donald Trump apporte à l'Afrique du Sud qui avait même porté plainte à la Cour pénale internationale contre Israël, notamment contre son premier ministre Benjamin Netanyahou. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de cette situation. C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage et on espère que le décret sera abrogé pour que les personnes qui en ont vraiment besoin puissent bénéficier des aides et ne puissent pas mourir pour des questions d'ego ou des questions qui n'ont vraiment pas de sens. En deuxième actualité, nous allons nous rendre dans mon très cher beau pays, la Côte d'Ivoire, qui m'a un peu choqué ces derniers temps par rapport à son hypocrisie. Donc, je vais parler de l'actu 2 et l'actu 3 qui, pour moi, ont des similitudes. Par rapport à l'actu 2, nous allons parler du président Tidjane Thiam qui a récemment annoncé qu'il allait renoncer à sa nationalité française et il allait uniquement avoir la nationalité ivoirienne pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles du 25 octobre en Côte d'Ivoire. C'est un geste assez, pour moi, sage qu'il a pris parce qu'on se souvient au Sénégal lors des dernières élections,
le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade n'a pas pu se présenter parce qu'il a fait cette démarche-là très en retard. Et donc, à l'époque où il déposait sa candidature, il avait toujours la nationalité française, ce qui l'a empêché d'être candidat à l'élection du Sénégal qui s'est déroulée récemment, qui a vu la victoire du président Diomaye Faye. Euh, un autre point qui est intéressant et ce qui m'a choqué, et pourquoi je parle d'hypocrisie de la part de certains Ivoiriens, c'est parce que plusieurs personnes se sont retrouvées choquées sur les réseaux sociaux de savoir que le président Tidjane Thiam avait la nationalité française. Ça, c'est un peu quand même lunaire, surtout que bah c'est pas un truc qu'il a caché pendant de nombreuses années déjà. Voilà, il ne l'a jamais caché et je pense que normalement tout Ivoirien honnête devrait savoir que bah quand tu passes un certain nombre d'années en France, je pense que c'est 5 ans, tu es éligible et que tu travailles évidemment, tu es éligible à avoir la nationalité française. Et je pense que pour pour l'exercice de ses fonctions, notamment qu'il a fait dans les grands postes qu'il a occupés, je pense que le fait d'avoir la nationalité française l'a beaucoup aidé. Et pourquoi je parle d'hypocrisie, certains Ivoiriens se disent, mais pourquoi il a la nationalité française? Pourquoi il n'est pas resté avec son passeport ivoirien? Bon, déjà, pour avoir certains postes, je pense que c'était essentiel. De deux, je pense que tout le monde sait, tout le monde a au moins un parent en France et sait évidemment que en France, nos parents ont la nationalité française pour pouvoir faciliter leurs activités et tout. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça. Il avait la double nationalité en plus parce que certains ne savaient pas qu'il avait la nationalité ivoirienne et la nationalité française. Pour eux, il avait renoncé à la nationalité ivoirienne. Eh bien, il a la double nationalité. Il renonce juste à sa nationalité française. Et donc, c'est une question de logique, surtout que l'article 55 de la Constitution de la Côte d'Ivoire demande que tout candidat à l'élection présidentielle puisse prouver qu'il est ivoirien de père ou de mère. Et voilà. Donc, en faisant cette décision-là, et il n'a qu'une seule nationalité, en prenant cette décision, il s'assure vraiment d'être dans les règles pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Et même avant d'arriver à l'élection présidentielle, il y a déjà les primaires de son parti, puisque le porte-parole de son parti avait déjà annoncé qu'il y aura une sorte de primaire qu'on aura au sein du PDCI RDA, avec notamment le maire Jean-Luc Bignon, l'ancien ministre Jean-Luc Bignon, qui va probablement se présenter aux primaires du PDCI RDA. Franchement, ce qui se passe au PDCI RDA est très important à saluer et petite parenthèse, je ne suis pas pour le PDCI RDA, mais j'apprécie juste la démarche démocratique du parti on espère qu'il y aura lieu évidemment les primaires et tout, mais la démarche démocratique du parti qui essaie de trouver un candidat en son sein de manière assez démocratique, c'est vraiment à saluer. Voilà, et donc j'ai trouvé ça vraiment hypocrite de la part de certains Ivoiriens de s'offusquer par rapport à ça, de s'offusquer alors que c'est un truc qu'ils ont déjà vu, c'est normal. Par rapport à l'actualité numéro 3, je vais vous parler de la Côte d'Ivoire et du cacao en Côte d'Ivoire. Euh, 50 000 tonnes de cacao ont quitté la Côte d'Ivoire de manière illégale pour passer en Guinée ou au Libéria entre octobre et décembre 2024. C'est énorme, c'est colossal et c'est un fléau contre lequel le gouvernement lutte depuis pas mal d'années. Et moi, ce qui m'a encore fait vraiment mal par rapport à ce sujet-là, c'est que on ne peut pas demander au gouvernement de faire des efforts pour nous aider par rapport aux routes, par rapport aux écoles. Et bien que le gouvernement ne le fasse pas, ça c'est un autre débat, ou le gouvernement le fasse, c'est un autre débat, là n'est pas le débat, on ne peut pas demander des efforts de la part du gouvernement et dans le même temps créer un trou dans la raquette. Parce que en ne vendant pas l'autre cacao au gouvernement ivoirien ou en passant par les canaux mis en place par le gouvernement ivoirien, c'est un manque à gagner énorme pour le gouvernement ivoirien qui ne peut pas avoir des recettes fiscales par rapport aux ventes du cacao, ne peut pas avoir genre, des revenus par rapport au cacao qui est vendu dans le pays. Et c'est un fléau qui touche énormément la Côte d'Ivoire en ce moment. Il y en a également au Ghana. Et c'est vraiment dommage de la part des planteurs de cacao, de la filière cacao qui sont genre des gens nobles qui luttent pour le pays, qui ont porté le pays à bout de bras pendant de nombreuses années de faire ça. Et le gouvernement essaie sévèrement de lutter contre ça en mettant en place un système pour pouvoir mettre la main sur les personnes qui font le trafic illégal de cacao. Une fois que ces personnes sont convoquées, elles ne sont plus jugées de manière régionale, mais directement au plateau, donc à Abidjan, pour que le gouvernement puisse utiliser ces personnes-là pour servir de leçon à tout le monde. Donc j'invite vraiment la population à garder en tête l'effort citoyen, le devoir citoyen de rentrer dans les clous et dans les éléments que le gouvernement en place essaie de mettre pour pouvoir faciliter le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et je pense, je répète encore une fois, la question n'est pas de est-ce que le gouvernement fait des trucs avec l'argent qui revient du cacao, mais vraiment
essayer de rentrer dans les clous. Et ces personnes-là vont vendre dans d'autres pays parce que les coûts sont plus élevés là-bas. Donc, tu peux vendre ton cacao plus cher en Guinée, au Libéria, qu'en Côte d'Ivoire, certes. Mais oui, tu gagnes de l'argent personnellement, mais est-ce que le pays tout entier gagne de l'argent? Est-ce qu'un autre citoyen peut bénéficier de l'argent que tu vas vendre de manière illégale dans d'autres pays? C'est vraiment dommage et j'espère que les Ivoiriens ou les planteurs concernés, les Ivoiriens concernés, parce qu'il n'y a pas que des planteurs, c'est une chaîne de valeur, vont essayer de se réveiller par rapport à ce phénomène-là. Je vous mets le lien de la vidéo de France 24 qui explique un peu comment tout ça s'est passé. En quatrième actualité, nous allons parler de l'Afrique tout entière où plusieurs entreprises du secteur des mines se sont réunies pour un sommet qui a duré à peu près une semaine. Et ces entreprises ont parlé un peu de l'évolution du secteur minier en Afrique. Mais l'une des questions qu'ils ont le plus évoquées, c'est notamment par rapport aux recettes ou aux dégradations qu'il y a entre les relations entre les entreprises et les États par rapport au secteur des mines. Notamment, ils ont pris l'exemple de Barrick Gold qui est vaguement contesté au Mali, où on peut parler de ce qui s'est passé entre Orano et le Niger, où donc les entreprises minières dénoncent le fait que plusieurs États essaient de s'accaparer les revenus qui proviennent des mines. C'est vraiment paradoxal, c'est vraiment un sujet très délicat pour moi parce qu'il y a deux choses à analyser. Les entreprises dénoncent le fait qu'avant, les États avaient quoi, 45, 50%, voire 55% des recettes des mines, et maintenant certains États veulent avoir 65%. D'un côté, on peut se dire que de la part des États, c'est assez gourmand, c'est assez méchant parce que c'est demander trop de revenus alors que le contrat n'était pas de cette façon-là. Et quelqu'un qui me pose cet argument n'a pas forcément tort. Mais de l'autre côté, quand on pense que plusieurs contrats ont été signés de manière très illégale, je ne dis pas tout, mais certains contrats où des corruptions ont eu lieu pour avoir certains marchés, certains contrats. Je pense que c'est noble de la part de certains États, notamment comme le Mali, qui veulent s'appuyer sur les mines qu'elles ont sur leur territoire pour pouvoir se développer. C'est une anomalie de voir des pays comme le Mali, le Niger, qui sont riches en matières premières, qui coûtent extrêmement cher, vivent dans des précarités qui ne disent pas leur nom. Et donc c'est normal que ces États-là essaient d'augmenter leurs revenus pour s'occuper de leur population. Mais dans le même temps, c'est un couteau à double tranchant parce qu'on peut stopper certains investissements dans le domaine des mines. Vraiment, c'est un truc qui est assez vaste à analyser et je n'ai pas vraiment d'avis prononcé sur le sujet. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Comme ça, je peux recueillir des avis de votre part. Est-ce que vous pensez que c'est bien de la part de plusieurs États et gouvernements africains de réclamer plus de revenus des mines que ce qu'elles gagnaient auparavant? Essayez de me dire votre avis en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. C'était The Real News and Perspective. Merci d'avoir suivi ce point de l'actualité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à aimer, à partager autour de vous. Vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à écouter notre podcast avec le Cercle Afro où nous avons parlé du retour des étudiants ou des personnes en Afrique. Nous avons parlé également des causes qui poussent les Africains à quitter le continent. C'était vraiment enrichissant. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.